On y va les amis, c'est parti pour le 311e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ici on vient tout simplement parler vélo, on parle cyclisme. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Il y a des interviews, il y a des previews. Alors j'enregistre les épisodes très tard actuellement, c'est pour ça que vous me retrouvez en solo. Il est minuit 23 où j'enregistre ce 311e épisode du Coup Tordu. On va parler bien évidemment de la 5e étape du Tour de Suisse 2025 qui aura lieu ce jeudi 19 juin 2025, et puis on va débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc dans l'épisode précédent, on a rentré tous ensemble la victoire de Joao Almeida sur la 4e étape de ce Tour de Suisse, une belle cote à un petit peu plus de 5 qui passe à 5,10 avec une mise on va dire un petit peu plus haute que d'habitude. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir fait des remarques auxquelles je vais répondre. La première, effectivement, c'est que entre le moment où j'ai enregistré le podcast, où j'ai chopé la cote à 5 disques avant d'enregistrer le podcast, et le moment où le podcast est sorti, des fois j'enregistre, ça met un petit peu de temps, il y a du montage, ensuite ça arrive sur les plateformes de podcast, et la cote n'est plus du tout la même que celle que j'ai donnée au moment où j'enregistre le podcast. Alors, des fois c'est l'inverse, hein. Rappelez-vous quand même, la semaine dernière, c'était sur l'étape du Critérium du Dauphiné, la première, celle du lendemain du contre-la-montre, la première qui était remportée par Poggi, pas celle du lendemain du contre-la-montre, c'était un sprint, mais celle encore d'après, donc la première remportée par Poggi. Je vous le donne à 1,90. La cote globale était plutôt aux alentours de 2. Il y en a beaucoup qui croyaient en Jonas Vingegaard sur cette étape-là. Alors vous me direz, le différentiel est pas énormissime, mais quand même, sur le bilan, je compte 1,9. Donc là, j'avais pris sur le book Tagada, un book FR, je l'avais pris à 5,1. C'est pas resté très longtemps. C'est vrai qu'au moment où le podcast est sorti, la cote de la victoire de Joao Almeida était plutôt aux alentours de 3,50. Maintenant, je vous l'avais dit dans le podcast, pour moi c'était plutôt value aux alentours de 2,50, et même avant d'ouvrir les books, j'avais peur de voir Joao Almeida aux alentours de 1,80, 1,90. Tellement pour moi, il était ultra méga favori sur cette étape. Donc sur le bilan, ce qui sera comptabilisé, c'est la cote à 5,1, évidemment, la cote où je l'ai prise. Je rappelle, et on le refera cette année, je rappelle que l'année dernière, les gains du Coup Tordu, on a fini l'année 2024 avec un bénéfice de 7,96%, donc ça faisait 232 unités, voilà, 232 balles de bénéfice. On joue en management de bankroll, on joue en safe. Les 232 balles sont parties directement pour une association caritative, à savoir c'est parti pour le Téléthon. Je le referai cette année. Voilà, je le referai cette année si y a du bénéfice, bien évidemment. Alors là, avec la victoire de Joao Almeida, on s'est remis sur de bons rails, on va dire. Je rappelle également qu'on a un PLT qui est en cours sur la victoire de Joao Almeida pour le Tour de Suisse. Donc voilà, mise un petit peu plus haute que d'habitude. Alors j'avais expliquer ma gestion de mise ces dernières semaines. Là, j'ai un petit peu bougé parce que voilà, je suis pas non plus complètement arrêté dans le Coup Tordu, et quand vous me dites des choses, quand vous me faites des remontées, bien évidemment, j'écoute. Bien sûr, le Coup Tordu, on est là pour discuter, on est là pour échanger, et vous êtes plusieurs à m'avoir fait la remarque, à juste titre d'ailleurs, que je n'étais absolument pas optimal sur mes gestions de mise. Alors c'est vrai que j'ai voulu simplifier les choses, voilà, j'ai voulu aller véritablement au plus simple, mais je pense qu'il y a mieux à faire en restant, on va dire, encore plus simple. Donc j'étais parti sur 0,25% de bankroll sur une cote à 5,10. Vous êtes plusieurs à m'avoir fait la réflexion. Je pense que là où je vais désormais optimiser, c'est que je vais plutôt aller mettre le pourcentage de bankroll à la cote que moi j'estime. C'est-à-dire que Joao Almeida, j'estimais que la cote, elle était aux alentours corrects, aux alentours de 2,3, 2,4. 0,25% de bankroll, c'est à peu près ce que j'aurais envoyé sur cette mise. Si j'avais estimé que la cote d'Almeida était à 1,50, j'aurais envoyé plus haut. Et si j'estimais que la cote d'Almeida, elle était à 4, je la prends à 5,10, j'aurais probablement réduit la mise. Donc je vais plutôt m'orienter, on va dire, un petit peu plus sur ce schéma-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que toutes les cotes ne se valent pas. Je fais mon message de prévention habituel. Jouer avec excès comporte des risques. Les jeux d'argent sont complètement interdits aux mineurs. Faites du management de bankroll et vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent pour savoir qui sera le vainqueur de l'étape. Ça, on est entièrement d'accord là-dessus. Donc toutes les cotes ne se valent pas. Alors je vais vous donner quelques exemples, mais vous-même vous envoyez systématiquement des exemples comme je vais vous citer. Regardez la semaine dernière Poggi sur le Critérium du Dauphiné. Juste après le contre-la-montre, au classement général, sa cote elle sort à 4.
Au mieux, allez, au pire, elle est descendue à 3,25, mais on avait plutôt du 3,50 en moyenne. Et limite, on avait un PLT sur Poggi, j'ai hésité à reprendre une louche. Je sais qu'à l'écoute du podcast, vous êtes nombreux à ne pas avoir pris de Poggi on va dire en PLT pré-Dauphiné, et vous avez pris une petite louche au moment de sa défaite sur le contre-la-montre. Joao Almeida, après avoir perdu 3 minutes quand même, 3 minutes sur la première étape, Joao Almeida, pour le PLT du Tour de Suisse, il est sorti à 2,25. Alors moi j'estimais qu'à 2,25 c'était value, mais en réalité la value elle n'était pas si énorme que ça. Et là même aujourd'hui, après sa masterclass de ce mercredi, la cote désormais pour sa victoire elle est plutôt à 1,50. Là j'estime que c'est plus value du tout. Voilà, il y a quand même, il y a encore 2 étapes où il peut faire des écarts, plus un contre-la-montre. Kevin Vauquelin me paraît bien chaud. Je pense que Almeida va la gagner. Évidemment, Almeida, je pense qu'il va la gagner. Mais à 1,5, très clairement, j'irai pas. Donc, si vous faites un comparatif, Pogacar à entre 4 et 3,25 après le contre-la-montre du Dauphiné, et Joao Almeida après avoir perdu 3 minutes sur la première étape du Tour de Suisse. Il y a même certains coureurs en interview qui ont dit qu'ils ne voyaient pas comment Almeida allait pouvoir remonter ces 3 minutes. On le retrouve à 2,25. Je vais vous donner un autre exemple pour le prochain Tour de France. Donc Tour de France masculin. Bon, actuellement, on a du Poggi à 1,40. Allez, je vais aller faire un petit tour sur le Bookref, voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que Poggi est 1,40 sur le Tour de France masculin. Ouais, Pogacar est 1,36. Maintenant, si je vais faire un petit tour sur le Tour de France féminin, on a Demi Vollering qui est à 1,40. Donc on est quasiment sur la même cote. Sachant que Demi Vollering a dit après le Tour de Suisse qu'elle avait un virus, qu'elle n'était pas super. Alors attention, Vollering, elle est tellement perfectionniste que elle, si elle a un petit rhume ou une allergie, elle est capable de dire qu'elle a un rhume. Maintenant, Vollering, favorite du Tour de France, oui, bien sûr, bien évidemment. Maintenant, elle n'a pas non plus la marge que Poggi a sur ses adversaires, en tout cas de mon point de vue. Il va y avoir un gros match avec la SD Works qui va pouvoir lui mettre une frappe collective en face d'elle. Je pense qu'elles sont prêtes à tout pour faire en sorte qu'elle ne gagne pas ce Tour de France. Donc ça va être un peu... Vollering à la FDJ Suez a quand même une très belle équipe autour d'elle. Mais moi, j'aurais plutôt mis Vollering aux alentours de 1,60, 1,65. Et à l'inverse, Poggi, clairement, 1,25. Allez, 1,25. Donc toutes les cotes ne se valent pas. Et quand on mise, voilà, moi j'ai écouté les retours que vous m'avez fait. Effectivement, j'ai ingurgité, j'ai réfléchi. Des fois, je lis des trucs, ça fait pas plaisir, mais il y a aucun problème. On peut discuter, on peut échanger sur le vélo, sur la manière de jouer, sur la manière de parier. J'ai absolument aucun problème avec ça. D'ailleurs, je fais un big up au camarade sur X dont j'ai oublié le pseudo, qui est venu me voir aujourd'hui pour me dire. Alors, j'ai dit dans le podcast précédent que Armstrong avait gagné son titre de champion du monde à l'eau plate. Bon, visiblement, j'ai dit une connerie. Même à ce moment-là, il était déjà bien chargé. Il me semblait avoir lu dans le livre de Tyler Hamilton, mais peut-être que voilà, ça fait longtemps que je l'ai lu. Donc peut-être que ma mémoire est défaillante sur l'histoire, que c'était à peu près le seul succès qu'il avait remporté à l'eau plate, mais visiblement même pas. Il avait déjà rencontré le docteur Ferrari. Enfin, c'était déjà de la boucherie intersidérale. Donc voilà, quand je dis une connerie, n'hésitez pas à me reprendre. J'ai vraiment zéro souci là-dessus. Donc on adaptera les mises. C'est déjà un petit peu ce que j'ai commencé à faire. Sur l'étape d'avant-hier, je vous avais proposé Mark Hirschi, on était vraiment sur une petite mise. Donc je pense qu'en optimisant à la fois en mettant les match-ups de côté, comme je vous l'ai dit, et depuis quelques semaines, et en optimisant également les mises en fonction des cotes réelles que moi j'estime, je pense qu'on va optimiser les gains et qu'on va se remettre, on va dire, c'est déjà parti d'ailleurs. On se remet après un mois d'avril et un mois de mars. Mois de mai, c'était pas trop mal. C'était surtout mars et avril qui étaient plutôt mauvais. Mais voilà, il y a eu un Giro positif. Il y a eu 2-3 petites courses qui ont un peu plombé le truc, mais c'était pas la cata. Mais on sent que ça revient. Voilà, on sent qu'on se remet un petit peu sur les bons rails. Et encore une fois, l'outil de la gestion de mise, on va véritablement l'utiliser. Donc voilà, j'attends aussi vos retours sur tout ça. Je suis là dans le coup tordu pour discuter, pour échanger avec Thibaut et avec Enzo quand ils sont là, mais avec aussi tous les retours que vous me faites, bien évidemment, dans l'émission. En revanche, pour ce qui est de la structure du podcast, alors déjà, je vous remercie encore. Je reçois des retours sympathiques tous les jours. J'ai absolument aucun problème avec ça. Mais je le dis pour l'ami Nifre qui m'a envoyé une
torpille sur YouTube en me disant que des fois que je parle de trucs dont les gens n'ont absolument rien à foutre et que dans son Discord tout le monde se fout de ma gueule, les gars, si vous avez envie de vous foutre de ma gueule, foutez-vous de ma gueule, je m'en bats les couilles, mais alors d'une force, mais alors intersidérale. Et même si vous avez envie de vous regrouper entre vous et de faire votre propre podcast, moi je peux même vous faire un podcast pour vous apprendre à faire un podcast. Voilà, je vous expliquerai le matériel, les plateformes de podcast, et je suis pressé de vous écouter aussi. Alors je pense que je vous écouterai pas plus de 5 minutes, mais alors si j'ai envie de parler de Side Limit, je parle de Side Limit. Si j'ai envie de prendre 5 minutes pour vous parler de l'évolution du podcast, là où on en est et là où j'ai envie qu'on aille, je prends 5 minutes pour vous expliquer là où on en est et là où j'ai envie qu'on aille. Et s'il y a des auditeurs du coup tordu que ça n'intéresse pas, j'ai aucun problème avec ça. Voilà, vous avez un doigt, vous passez à la suite et vous allez sur la partie qui vous intéresse. Sur la structure du podcast, moi quand j'ai envie de dire un truc, je le dis. Quand Enzo et Thibaut viennent dans le podcast, s'ils ont envie de parler de quelque chose, ils parlent de quelque chose. Si un jour j'ai l'occasion de vous inviter dans le podcast et vous avez envie d'axer sur un sujet, vous pourrez le faire, il n'y a aucun souci. On a déjà reçu des managers de Side Limit, Juju, Boris, Silimetrix, Francesco, je t'ai pas oublié, faut qu'on se fasse ça, on avait failli le faire. Il y avait eu un petit impondérable quand on reçoit des invités, bien évidemment, c'est complètement open. Moi par contre, je suis pas podcasteur professionnel, c'est pas mon métier, je suis là aussi pour m'amuser avec vous, pour prendre du plaisir. Donc si j'estime que j'ai envie de parler d'un truc parce que j'ai envie de parler d'un truc, j'en parle et j'ai de compte à rendre à personne. Voilà, des nifres, j'ai aucun compte à te rendre. Le podcast est gratuit. Donc voilà, si t'es pas content, tu m'envoies la facture et je te rembourse sous 48 heures. Voilà, on n'a qu'à faire comme ça. Et encore une fois, voilà, je retiens personne. Si on a envie d'aller écouter autre chose, allez. Après, je le sais aussi. Voilà, il n'y avait pas de critique, il n'y avait pas de haters. Quand le podcast était écouté par 200 personnes, forcément, ça limitait les risques. Bon, vu que maintenant, le podcast, c'est YouTube plus les plateformes de podcast, c'est 1200, 1300 écoutes par podcast. Bon, forcément, voilà, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est pas très grave et on va continuer tous ensemble. Une autre chose très importante qui vient de sortir, c'est le barème des points pour le prochain Tour de France, notamment le classement de la montagne et le classement des sprints. Alors je vais pas vous spoil, mais je vous conseille quand même d'aller faire un petit tour sur le site du Tour de France. On a échangé un petit peu avec Enzo là-dessus, c'est vraiment très important. Voilà, on va en parler, on vous fera des podcasts bien évidemment pour le Tour de France, on vous dira ce qu'on en pense, mais vous, voilà, je vous conseille déjà d'aller vous faire une propre idée, de prendre un papier, un stylo, de faire déjà vos propres projections, peut-être qu'à l'opening des cotations, ça vous donnera peut-être un avantage sur les bookmakers. Donc n'hésitez pas à faire ce petit taf-là, ça prend 10-15 minutes, ça peut être plutôt sympa. On va ensuite basculer sur donc cette 5e étape du Tour de Suisse. On n'ira pas forcément sur la Belgique parce que déjà je l'ai pas ultra analysé. On aura, je pense, un sprint vent de face. Petit risque de bordure, mais c'est pas dinguissime. On a encore j'ai même pas regardé les cotations, mais j'imagine qu'on doit encore avoir un Tim Merlier ultra méga favori. Donc on va aller sur la 6e étape du Tour de Suisse. 5e étape, voilà, pardon. 5e étape du Tour de Suisse. Donc nouvelle étape de montagne. Alors là, ça ressemble bien évidemment à un nouveau penalty pour Joao Almeida. On a 2 ascensions finales qu'on va faire 2 fois, 4,5 km à quasiment 10% de moyenne. Alors c'est le type de mur que Joao adore. Vraiment, il est très très fort sur ce type de mur. Si c'était encore un petit peu plus long, pour lui, ça aurait été véritablement parfait. Mais ces murs, gros pourcentage, il sait les monter au cardio. Il a absolument aucun souci là-dessus. Donc parmi le groupe de leaders, j'ai aucun doute sur le fait que Joao va, on va dire, remporter l'étape des leaders. D'ailleurs, la cotation est à 1,80. C'est plutôt la cotation qu'on aurait dû avoir sur l'étape de ce mercredi. Là où j'ai beaucoup plus de doutes, c'est est-ce qu'on va pas avoir un scénario échappé ? Et quand je sais pas, je ne sais pas. Voilà, et je vous le dis, je ne sais pas. Parce que quand je vois un petit peu l'étape, déjà on va attaquer sur un haut plateau, on attaque à 1770 mètres d'altitude, donc on a 2 cols de première catégorie à plus de 2000 mètres d'altitude. Ils sont pas très très longs parce qu'on attaque en altitude, mais voilà, après on va redescendre plutôt dans la plaine avant d'attaquer les 2 ascensions finales. Moi je me dis que ça peut être aussi un terrain qui peut être un petit peu
compliqué pour les échappées. Une donnée importante également, c'est qu'il y a des risques d'orage aussi sur les 2 dernières heures de l'étape. Donc l'ascension du Passo del San Bernardino, est-ce qu'on va faire la descente à fond si jamais il pleut du côté des leaders? Moi je pense que Joao Almeida est une pièce maîtresse dans le dispositif des UAE pour le prochain Tour de France, donc je pense qu'on va pas non plus faire n'importe quoi à 2 semaines du Tour de France. Donc pour moi, ça laisse une chance à l'échappée. Ça laisse une véritable chance à l'échappée. En plus, du côté de la Groupama FDJ, on a encore le maillot jaune avec Romain Grégoire. Là, désormais, l'intérêt, c'est de filtrer l'échappée et de laisser, on va dire, un groupe partir. Déjà, ça va être compliqué parce qu'on a déjà un premier col après 11 km de course. Donc, ça va déjà être compliqué de contrôler l'échappée. Ensuite ça descend, donc le peloton va pas véritablement reprendre beaucoup de temps sur l'échappée, et après on a une sorte de faux plat montant jusqu'à la 2e ascension de la journée qui arrive à peu près aux 2/3 de l'étape, le Passo San Bernardino, donc le fameux, et là on va dire que c'est plutôt la fin du col, allez, les 7 derniers kilomètres du col qui sont plutôt pentus, mais entre deux on a quand même toute une partie de vallée. On a à peu près une 50aine de kilomètres de vallée, 40aine de kilomètres de vallée, où véritablement si la chasse ne s'enclenche pas et si on a un groupe de 15-20 coureurs à l'avant, on peut prendre une véritable addition. Et ensuite on descend le San Bernardino et on peut encore avoir des écarts au pied de l'ascension, au pied des 2 dernières ascensions. Donc j'exclus vraiment pas qu'un groupe d'échappés s'en aille, et ça pourrait être aussi bien vu par la Groupama FDJ si aucun mec dangereux au classement général part dans cette échappée, ça permettrait aussi de bloquer les bonifs en cas de victoire de Joao Almeida. C'est aussi le cas du côté des Arkea. Je pense que du côté des Arkea et du côté des Groupama FDJ, on n'a pas abandonné l'idée d'aller faire en sorte d'avoir un Français vainqueur d'une course à étapes World Tour, ce qui n'est plus arrivé, je vous le rappelle, depuis Christophe Moreau. On était en 2007. Je pense véritablement, alors autant un Français vainqueur d'un grand tour, je pense qu'on va encore attendre un petit peu. En revanche, voir un Français vainqueur d'une course par étape d'une semaine, c'est Guillaume Di Grazia sur Eurosport qui parlait de Paul Sexas. Je crois qu'il est prévu sur Zanxi à la fin de l'année. Je pense qu'on va... Alors Zanxi, ok, je suis d'accord, c'est pas la plus prestigieuse des courses World Tour, mais je pense qu'on va le voir vraiment, à mon avis, ce titre honorifique de Christophe Moreau, je pense qu'il va tomber assez rapidement. Si c'est pas sur ce Tour de Suisse, c'est véritablement incessamment sous peu. Donc, du côté des noms que j'ai cochés, alors je vais pas bête sur cette étape. Parfois, un bête peut être aussi un non bête. Il y a un nom sur lequel j'ai hésité. Je vais peut-être me les manger demain à l'arrivée de l'étape, parce que la cote est plutôt pas mal. Donc Almeida était sorti à 1,80, maintenant il est à 1,66. Moi, je me dis c'est quand même un mystère. Je me dis, mais Marc Hirschi, il n'est pas devenu nul à ce point-là. Alors évidemment, il n'est pas nul, il est coureur professionnel, mais je veux dire nul par rapport à ce qu'il était. Je rappelle qu'il termine l'année 2024 à la 6e place mondiale, Marc Hirschi. Et là, depuis 2-3 mois, il est véritablement l'ombre de lui-même. Je m'attendais à le voir un petit peu plus rayonner sur ce Tour de Suisse. Il est à domicile, donc soit il sort de stage, il est cramé, comme souvent les coureurs après les stages, il va y avoir un petit rebond et on va le voir très très bien à minima sur cette 5e étape ou ce week-end, on va le voir un petit peu sortir, sachant que le dernier jour c'est contre la montre, et contre la montre c'est pas son fort. Donc j'ai vraiment hésité à y aller sur la cote à 80. On va y aller. Allez, on va y aller. On va mettre une mini croquette sur Marc Hirschi parce que je vois que la cote est à 80 et ça va pas non plus nous détruire la bankroll. Donc on va se mettre un petit 0,05% de bankroll. Voilà, on va mettre un petit 50 centimes sur la bankroll à 10 000 euros, et puis on mettra un petit top 3. Je pense que le top 3, à mon avis, on va le trouver aux alentours de 20. Donc on se mettra un petit 2,50 €, 0,02% de bankroll sur la bankroll à 10 000 euros. Voilà, on va vraiment mettre pas pour le fun, parce qu'on parie jamais pour le fun, mais je me dis qu'à un moment donné, avec ce mec, avec tout le talent qu'il a, il va forcément ressortir du bois à un moment donné. C'est pas possible qu'on ait le Marc Hirschi qu'on a eu tout au long du mois d'avril. C'est pas possible. Voilà, c'est pas, ok, il était chez les UAE, mais il n'y a pas un malus Tudor. D'ailleurs, on voit Julien Alaphilippe qui se comporte
plutôt bien sur ce Tour de Suisse et ce qui est plutôt, on va dire, annonciateur pour le Tour de France. Donc encore une fois, je pars là-dessus. Je sais pas si ça sera un pic échappé ou un GC Day. Moi, je pense que les pics échappés sont possibles. Donc je pense que la value est plutôt du côté des pics échappés. Et encore une fois, quand on arrive sur les pics échappés, comme disait Gilou, toutes les idées sont bonnes à prendre. On termine le podcast avec un tirage au sort. Voilà, on va aller sur Side Limit. Vous me donnez, vous passez par notre code de parrainage, un coup tordu 0 avec le chiffre 0. Alors comme je le disais dans le dernier podcast, même si vous ne jouez pas, même si vous n'êtes pas assidu sur Side Limit, voilà, vous passez par notre code de parrainage. L'inscription sur Side Limit est gratuite. Si vous remportez la carte et la reward que je vous offre et que le coureur prend de la valeur dans les mois ou dans les années qui viennent, vous allez peut-être faire une belle opération où vous pourrez aussi utiliser le coureur. Je rappelle que la Ligue 3KP, vous avez simplement besoin d'une seule carte payante pour pouvoir y participer. Puis il y a la Ligue 4 qui est également gratuite. Alors je vous offre la carte de Binyam Ma. C'est un coureur des China Glory qui a remporté 2 courses au début de l'année 2024. C'est plutôt un puncher. Voilà, on l'a pas encore trop vu depuis le début de l'année, mais en tout cas, c'est un gars qui est capable de gagner des courses. Il l'a déjà fait, il a déjà aidé des managers de Side Limit à remporter des épreuves. Donc, Binyam Ma de la China Glory, toujours intéressant d'avoir des coureurs sur les ligues asiatiques. Donc, je vais utiliser la petite roue que j'utilise d'habitude, et puis alors, quand vous gagnez, il n'y a rien à faire. Faut me laisser 3-4 jours, voilà, le temps que j'envoie un petit peu les coordonnées à Valentin de la carte en question et que je lui envoie votre pseudo, et puis derrière, vous le recevez directement dans votre galerie. Donc on lance la petite roue qui va remporter la carte de Ma sur Side Limit. Et c'est Dan Dream. Voilà, félicitations à Dan Dream qui recevra la carte de Binyam Ma sur Side Limit. Il le recevra directement dans sa galerie. Merci beaucoup pour ce coup tordu. Je vous redonne le code de parrainage, un coup tordu 0 avec le chiffre 0. Thibaut, vous le retrouvez sur son compte X, son compte Twitter, Thibaut Chambre. Enzo également, analyste Phoenix. Et puis le coup tordu présent. Voilà, sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur X, sur Instagram, sur TikTok, on est présent sur YouTube et on se retrouve sur Substack également. Ça marche très très fort le Substack du coup tordu et on se retrouve très très vite pour un nouveau podcast. Ciao les amis.